Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 3 du Point Littérature spécial Halloween. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du coup de Chair de Poule, forcément un des tomes, et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de mon ressenti. Dans une première partie, on avait déjà parlé de la charte graphique et on avait également parlé de comment Chair de Poule était née. On avait un petit peu discuté de l'auteur. Aujourd'hui, on va surtout parler de mon point de vue, mon regard d'adulte sur la collection Chair de Poule, mais également parler un peu de Chair de Poule, la collection, comment elle s'est inscrite finalement dans la culture populaire et pourquoi ça a été un vrai succès. Tout d'abord, sachez que j'ai lu le livre La Nuit des Pantins. C'était une édition de 2011, donc le livre a été évidemment publié avant, mais moi je sais que j'avais une édition de 2011. Je sais pas si les textes ont été retouchés, je pense pas. Mais du coup, qu'est-ce que ça raconte? En fait, c'est l'histoire de Carole et Lucie qui, en fait, c'est deux jeunes sœurs. Elles ont à peu près une dizaine d'années, donc je pense qu'elles sont en primaire. Elles ont pas un grand écart d'âge, faut vraiment se dire qu'elles ont 1 voire 2 ans d'écart. Évidemment, Carole et Lucie, elles sont sœurs, elles sont très proches, mais elles sont également tout le temps en compétition. C'est insupportable. Et leurs parents ont vraiment du mal à gérer tout ça. Un jour, en fait, au détour d'un jeu, sur un chantier, elles vont découvrir un pantin dans une benne à ordures. Elles vont les récupérer. Carole, la plus grande, va jouer forcément avec le pantin et faire des petits sketchs, commencer à faire un peu des petits raps, des petits spectacles finalement pour divertir la famille et les amis. Forcément, ça va tellement bien marcher que elle va développer une certaine notoriété, ce qui va forcément aussi développer chez sa sœur un sentiment de jalousie absolument immense, qui va du coup commencer à réclamer un pantin pour elle, rien qu'à elle, et par souci financier, ils pourront pas forcément lui offrir tout de suite, mais ils vont finir par lui offrir un pantin, et ça a toute son importance. Par la suite, on découvre que certaines choses se déroulent de manière très étrange dans la maison, dans le sens où des objets vont disparaître, ou alors on retrouve les pantins dans une certaine position, alors qu'ils n'y étaient absolument pas et qu'on ne les avait pas touchés, donc forcément, ça commence à être un petit peu lourd, et évidemment, on va aussi entendre des voix parler, mais on ne sait absolument pas d'où ça peut provenir finalement, et ça, Carole va vite se demander si elle est juste pas folle. Voilà, c'est très rassurant. À la suite de ça, va y avoir plein d'événements qui vont s'enchaîner. Juste après, on assiste à une scène où Carole entre dans sa chambre pour récupérer le pantin, justement, avec un ami à elle, et elle va découvrir un petit papier qui dépasse de la poche du pantin. Elle va ouvrir le petit papier sur lequel il y aura des inscriptions qu'elle va lire. Je sais pas si vous êtes très adepte des films d'horreur, mais en tout cas, en général, quand on lit un papier sur lequel on comprend pas trop la langue, faut éviter de le lire, mais bon, c'est pas grave. En fait, c'était une phrase en latin, c'était une invocation maléfique. Le pantin va vraiment commencer à marcher, à parler, pas à dire qu'il a de super bonnes intentions, mais en tout cas, elle va passer une sale nuit. Elle et sa sœur, elles vont toutes les deux passer une sale nuit, mais que vous en doutez, c'est un happy ending entre guillemets, puisqu'elles vont réussir à se débarrasser du pantin. Le point important, c'est qu'en fait, c'est pas réellement un happy ending, puisque au moment où elles rentrent du moment où elles se débarrassent du pantin, elles vont rentrer et se rendre compte qu'en réalité, l'autre pantin est aussi vivant. Elle fait donc peur, mais elle fait pas trop peur non plus. On est vraiment sur un genre de spooky, un peu du fantasmagorique. Ça fait peur, mais ça fait pas réellement peur. Et après avoir du coup relu avec le regard forcément adulte la collection Chair de Poule, ou du moins un des tomes, j'ai pu comprendre pourquoi ça a été un vrai succès. Déjà, on a l'écriture qui est simple, c'est-à-dire que la construction des phrases est tout à fait simple, le choix des mots également est important. La construction des phrases est simple, on est sur un schéma narratif dit classique, même si effectivement il y a des retournements de situation, mais surtout un schéma répétitif. Il faut comprendre que c'est toujours la même mécanique dans les Chairs de Poule, donc forcément qu'on en lise 1, 2 ou 10, on va très très vite se rendre compte qu'il y a une mécanique qui revient tout le temps. Toujours est-il qu'on est sur des choix de mots qui sont extrêmement importants. On est quand même dans le spooky, on reste dans l'horrifique pour la jeunesse. En revanche, le choix des mots est important puisque préférer des mots plutôt que d'autres. Dans le sens où, au lieu de dire étrangler, on dira plutôt mettre ses mains autour de son cou. Ou alors, au lieu de dire tuer, on dira faire du mal. Et il faut bien comprendre que du coup, l'utilisation et la transformation de ces mots en d'autres mots ou en d'autres tournures de phrases permet également la visualisation très simple. Mettre les mains autour de son cou, c'est extrêmement simple à visualiser, forcément, pour un enfant. Il peut vite comprendre. On a également les personnages. Les personnages, forcément, ce sont des enfants qu'on va mettre en scène. C'est principalement des préadolescents, donc entre 10, 12, 13. Je pense le max que j'ai trouvé dans les Chairs de Poule, c'était 14 ans. On reste quand même sur des
sur des âges assez jeunes et forcément qui vont parler comme des enfants de leurs âges, comme des individus de leur tranche d'âge, et forcément ça va créer une proximité avec le lecteur qui lui est généralement préadolescent. Pour finir, on a également un sentiment de peur rythmé par des moments légers. C'est-à-dire qu'on va avoir des moments qui vont être très tendus, donc cette tension finalement va monter jusqu'à atteindre un certain climax, et le climax va redescendre d'un coup simplement par des explications même très rationnelles. Donc ça peut être une blague ou alors la chose qui paraît complètement inexplicable finit par s'expliquer, et forcément ça fait tout à fait redescendre la tension et forcément ça rassure aussi quelque part. Ouais, il y a toujours une explication à tout. Et évidemment, c'est toujours quand on arrive à cette habitude de dire finalement quand on atteint le climax, quand on atteint ce moment de peur et de tension, ce n'est pas vrai, c'est autre chose. Donc on s'abandonne finalement à la lecture. En fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de retombées, et à ce moment-là, on est vraiment très sûr. Alors, il faut savoir que ça a été très compliqué au départ pour la collection Chair de Poule de se faire une place, du moins sur le public français, pour 2 raisons. Première étant que l'éditeur qui a accepté de publier pour la première fois la collection Chair de Poule en France, c'était Bayard. Bayard, à l'époque, était considéré comme un éditeur dit catholique, donc forcément, on ne devait pas publier des choses trop choquantes. Donc, c'était déjà une épreuve pour l'éditeur, mais également pour la collection qui est Chair de Poule, le genre du spooky, puisque c'est compliqué, surtout pour la mentalité de l'époque, de mélanger de l'horrifique avec la jeunesse. Ça refroidissait un petit peu les adultes. Malgré tout, le succès a parlé de lui-même, ça a très très bien fonctionné, ça a marqué une génération entière forcément, du milieu des années 90 jusqu'au début des années 2000, ça a marqué toute une génération, ça a très bien fonctionné et tout va bien, et ça a été un marqueur très fort dans la culture, puisque ça s'est développé au point où on en a fait une série et un film, le film qui du coup est sorti en 2023, la série qui il me semble est beaucoup plus ancienne, mais je n'ai absolument pas vu. Mais du coup, pourquoi ça a eu cet impact sur les jeunes et sur la jeunesse? Pourquoi est-ce que finalement ça a réussi à se démocratiser? En fait, il faut bien comprendre aussi la mécanique de la collection Chair de Poule. La collection Chair de Poule aborde, et du coup là je parlerai plus de l'auteur qui est R.L. Stine, la collection Chair de Poule aborde des sujets autour de la maison, autour du thème. Il écrit beaucoup autour du thème de la maison, du foyer, de la famille, des amis, et des jouets. Donc on est sur des choses qui sont très très proches des enfants. Évidemment, un enfant, quand il va grandir, il va commencer à développer ses premières peurs, et généralement les premières peurs se situent dans l'environnement familial. C'est-à-dire qu'on va avoir peur du monstre sous le lit, on va avoir peur du fantôme dans le placard, on va avoir peur que la poupée se mette à marcher et décide un peu de ce qu'elle veut faire au cours de la nuit. Donc ça, ce sont les premières peurs et aussi les premières angoisses des enfants. Et le fait de pouvoir les mettre en scène, mais également d'en rire, puisque comme on l'a souligné dans la première partie, le ton humoristique est super important chez R.L. Stine. Ça permet finalement de dédramatiser et de pouvoir faire en sorte que l'enfant puisse être rassuré, mais également parler à propos de ses angoisses. Et le fait de pouvoir extérioriser, de pouvoir en parler et de dédramatiser, et forcément ça a un impact psychologique très fort sur les enfants. Si je devais conclure mon point de vue avec mon point de vue d'adulte, forcément sur comment j'ai trouvé aujourd'hui, comment a été quel est mon point de vue finalement aujourd'hui sur la collection Chair de Poule. Forcément, je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé. Alors évidemment, je n'ai pas eu aussi peur, je n'ai pas ressenti les mêmes choses que quand j'étais plus jeune, et c'est tout à fait normal. Et en même temps, je pense que mon adolescence est passée par là. Je me suis un petit peu trop tabassée à American Horror Story et The Walking Dead, donc forcément, j'ai pas du tout la même sensibilité, et c'est tout à fait normal. On n'a pas du tout la même sensibilité quand on est enfant et quand on est adulte. En revanche, ça n'empêche que j'ai passé un très bon moment. Ça m'a permis aussi de me questionner et de me demander pourquoi est-ce qu'à certains moments j'ai ri, d'autres non, et forcément comment est-ce que j'aurais réagi si j'avais été plus jeune. Je me dis qu'il y a certaines scènes où là j'en ai rigolé. Après je me dis que je suis peut-être un peu une psychopathe sur les bords, mais en contrepartie, je me dis quand j'étais jeune, peut-être que j'aurais eu très très peur de cette scène. Et ça pour moi, c'est des réelles questions qu'il faudrait se poser. Donc voilà, j'espère que ce 3e épisode, du moins cette fin de 3e épisode, vous aura plu. J'espère que vous avez passé un très bon moment. On se retrouve dans les prochaines semaines pour finir le Spooky Season ensemble. Voilà, on va fêter Halloween ensemble. Et même le soir d'Halloween, on fêtera ensemble, puisque je vous prépare de très jolis épisodes autour du thème d'Halloween encore. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite une
très très belle journée ou une très belle soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt. Je suis très active sur TikTok, sur Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre. C'est le même nom que sur YouTube, Talking with Ninou. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, aussi à vous abonner, ce serait sympathique. Je vous fais de très très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.